France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. LGF, le grand forum, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on vous donne la parole, alors prenez-la. 01 40 33 9000, numéro de téléphone pour arriver jusque 18h sur France Maghreb 2. Et on peut dire que les Parisiens sont plus à l'heure que les Marseillais, n'est-ce pas monsieur Zébélus? Comment ça va? C'est une évidence. Comment vas-tu, cher Christophe? Bonjour à tous les auditeurs du Triste. Tranquille. Tu m'as l'air en pleine forme, dites donc. Toujours, je suis toujours en forme. Bon, c'est bien. Alors jusque 18h sur France Maghreb 2 avec bien entendu le grand forum. Dans un instant, le sommaire. Tu nous as préparé un petit truc, cher Jean? Oui, je prépare un petit truc sur un petit Google sur l'ambiance, sur l'osmose de la politique actuellement. Et puis un petit cooker, ça va être un petit morceau musical des West Indies, des Antilles, d'un grand chanteur qui a disparu il y a déjà une dizaine d'années. Très bien. Ah bah on est preneur. Et puis tu sais qu'hier on a remis sur la table Libertad. J'ai envie de le refaire parce que ça a bien marché. Oh, les c'est auditeurs. sympa. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Voilà. Pour finir la semaine. Oui, on est des gens, nous prenons des risques. Exactement. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à Allez, rien. tout de suite le sommaire de l'émission de ce vendredi. On est le 22 septembre. Bienvenue tout le monde. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au sommaire de ce vendredi, budget 2018, prendre aux pauvres pour donner aux riches, la nouvelle solution trouvée pour relancer l'entreprise France, Macron et ses cadeaux aux grandes banques. Nous vous expliquons tout. Révélation, Air Algérie secouée par un nouveau scandale en France. Nous y reviendrons et en détail. Sans oublier le quiz du LGF avec à gagner une place pour le concert de Rimka à l'Olympia pour le 6 octobre prochain. C'est arrivé, nous sommes un 22 septembre, mon cher Jean-Marc, ami auditeur, auditrice, c'est aujourd'hui l'automne. Fallait bien que ça arrive, hein. Ah, l'automne, mais on n'était pas encore en automne vu les températures que nous avions eues. Visiblement non, hein, en tout cas. C'est également la journée mondiale sans voiture et la journée également du rhinocéros. Alors ne me demandez pas pourquoi, elle existe, c'est tout. Oui, c'est pour la protection parce que par rapport, par rapport au, comment ça s'appelle, aide-moi, les défenses du rhinocéros sont massacrées par rapport pour l'ivoire, voilà. Donc c'est une journée de, de mobilisation parce que c'est vrai que c'est un animal qui est en voie d'extinction. Alors pour ce qui est des anniversaires de célébrités, eh bien aujourd'hui, elle a dévoilé il y a quelques jours son nouveau tatouage japonais absolument magnifique. C'est la chanteuse Béatrice Martin qui a 28 ans et si ce nom vous dit peut-être rien, eh bien pourtant c'est la chanteuse de Cœur de Pirate. Bon anniversaire Madame Royale. Donc c'est le 22 septembre. Je vous emmène maintenant et je vous emmène d'ailleurs pour cette date à toute vitesse, Jean-Marc Zébélus, auditrice auditeur. Vous allez comprendre pourquoi. Puisque le 22 septembre 1981, c'était parti pour le TGV. Train à grande vitesse. Le voyage inaugural s'effectue en présence du président François Mitterrand et de plusieurs de ses ministres. D'ailleurs, la mise en circulation pour le public se fera, le 27 septembre grâce à la construction d'un réseau ferré adapté. Paris n'est plus qu'à 2h40 de Lyon. Cette durée sera amenée à 2h en 1983 et vous connaissez maintenant le succès du TGV, ces différentes lignes. Vous pouvez aller à Marseille en 3 heures par exemple depuis peu, en 1h30 du côté de Rennes par exemple. Bordeaux. Beaucoup plus rapidement également à Bordeaux comme le dit Jean-Marc. Bref, de belles destinations ultra rapides avec le TGV à Bakou également avec la filiale Ouigo. Voilà, donc c'était un 22 septembre 1981. C'était donc parti pour le TGV. Et puis à retenir aussi, date importante en ce 22 septembre, eh bien sachez qu'en 1756, Mohamed Rachid Bey monte sur le trône de Tunis en remplacement d'Ali Ier Bey assassiné au début du mois. Et puis en 1980, l'Irak de Saddam Hussein envahit l'ouest de l'Iran en pleine révolution islamique. C'est donc le début de la guerre Iran-Irak qui prendra fin à l'aube de la guerre du Golfe. Et pour terminer, en 2009, le Parlement français, Jean-Marc, adopte définitivement la loi Hadopi 2 contre le téléchargement illégal sur Internet. Voilà sur ce qu'il fallait retenir des quelques événements survenus arrivés un 22 septembre. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Jean-Marc Zébélus pour ce vendredi jusque 18h. Jean-Marc Zébélus qui est avec nous bien sûr. Et notre Marseillais il est en retard hein. Mec, c'est un Marseillais. On a la chance, c'est qu'il vient, mais il sera en retard. Voilà, il sera en retard, il arrive d'ici quelques minutes, m'a-t-on dit. M'a-t-il dit, plutôt. Il est un peu comme dans l'état d'esprit de l'OM en ce moment.
Oh, c'est pas gentil. Bon, alors pour commencer, je voulais évoquer avec vous, cher Jean-Marc, chers amis auditeurs, et vous allez pouvoir évidemment, comme d'habitude, on vous donne la parole. Alors prenez-la, bien sûr, au 01 40 33 9000. Numéro gratos, non surtaxé, profitez-en. Vous parlez de ce qui pourrait peut-être être la plus grosse arnaque de la rentrée. Le gel du livret A, Jean-Marc. Il y a Macron qui vient d'annoncer que pour financer le logement social, il allait geler le taux d'intérêt du livret A pendant 2 ans à 0,75%. Alors, parler d'un taux d'intérêt, ça a l'air très technique, comme ça, mais c'est important de s'y intéresser quand même parce que derrière cette mesure, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tous les petits épargnants qui ont leur épargne dans le livret A, ils vont se faire sucrer plus d'1 milliard d'euros, et pendant ce temps, les grandes banques vont avoir un cadeau de rentrée de 400 millions d'euros, Jean-Marc. Donc celui qui nous disait qu'il était pas du tout marié avec aucune banque et qu'il n'avait pas l'intention de verser des intérêts ou plutôt de marcher dans le sens des banques, bah visiblement ça semble être un petit mensonge. Il semblerait que le livret A, qui est un compte d'épargne, avait été créé à un moment donné pour pouvoir financer les logements sociaux. Exact. Donc, on a connu déjà de façon considérable les taux d'intérêt reversés aux différentes personnes qui se sont réduits comme peau de chagrin. Là, aujourd'hui, encore, c'est un moyen, après avoir fait taxer les propriétaires, taxer les bénéficiaires des APL. Aujourd'hui, on va rentrer dans ce livret A qui concerne beaucoup les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, et sachant que dans le principe, c'est souvent des gens qui versent une petite somme tous les mois. Et sachant que les taux d'intérêt sont calculés au prorata. Ça veut dire que ce que vous versez en janvier va ramener un intérêt plein jusqu'à décembre. Par contre, ce que vous allez mettre en février va être diminué, va être moins, etc., etc. Donc, ces petits épargnants qui mettent cet argent-là au cas où, qui peuvent un petit peu rapporter pas grand chose, mais qui rapporte quand même. Aujourd'hui, on va se retrouver dans un système que c'est gelé. Donc, à un moment donné, on se dit comment les gens feront pour pouvoir épargner, parce qu'on les a incités, on les a éduqués, on les a sensibilisés avec ce livret A. On a fait de la propagande à cela, et aujourd'hui, on dit bon ben terminus blocus, ça s'arrête, on gèle pour 2 ans. Un gel de 2 ans veut dire quoi? Veut dire que derrière, il y a autre chose qui se prépare. Eh ben justement, en une simple mesure, Jean-Marc, c'est ce formidable idée d'Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce que c'est que le livret A? Bon, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est le livret A de compte épargne préféré des Français. Tout à fait. Il y a presque 60 millions de comptes, et l'idée de ce compte épargne, c'est que dans l'épargne, il y a garantie. Les garanties, c'est l'État qui fixe le taux d'intérêt. Tout à fait. Alors la manière de fixer le taux d'intérêt, il y a une formule qu'utilise l'État, et elle s'assure, cette formule, que le taux d'intérêt soit toujours supérieur à l'augmentation des prix. Alors, comme ça a l'air obscur. Oui. Mais c'est important de bien comprendre que c'est que si ton taux d'intérêt est inférieur à l'augmentation des prix, tu t'appauvris, tu perds de l'argent. Oui, parce que les 1000 euros que tu as sur le compte, Jean-Marc, bien sûr. Donc t'as 1000 euros sur ton livret A, s'il te rapporte moins que l'augmentation des prix, à la fin de l'année, tu pourras acheter moins de choses puisque les prix ont augmenté que tu ne pouvais acheter au début de l'année avec tes 1000 euros. Donc, pour que ce soit pas une arnaque de mettre ton argent en livret A, l'État a une formule qui oblige que le taux d'intérêt soit supérieur à l'augmentation des prix. Et l'augmentation des prix, en économie, ça s'appelle l'inflation. Alors, si on repart, en fait, quand j'ai dit l'origine, elle est beaucoup plus loin que ça. Le livret A a été créé le 22 1818. À l'époque, ça a été créé à l'initiative de Benjamin de Lesseps, qui fut industriel et banquier. Et puis ça a été ensuite confié à un duc et tout, etc. Mais la motivation de sa création était par Louis XVIII, était de solder la crise financière léguée par les guerres napoléoniennes. Donc, on rentre toujours dans des complications. C'est-à-dire qu'à l'origine, les choses qui étaient faites, en fait, pour que les gens puissent mettre leur argent à disposition, parce que quand vous mettez votre argent sur un compte livret, ça veut dire que c'est fongible, c'est-à-dire que ça se mélange dans toute une masse financière que va utiliser, bien sûr, les banques, l'État, etc. Et en contrepartie de ce blocage d'argent, vous aviez droit à un taux d'intérêt qui vous rémunérait. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, vous bloquez l'argent gratuitement. Oui. Voilà. Privez-vous de cet argent gratuitement. Alors, cette année, Jean-Marc, toutes les prévisions d'inflation, d'augmentation des prix montrent
que les prix vont augmenter d'au-dessus de 1%, au moins au minimum. Hein. Il n'y a pas d'estimation concurrente. Donc selon la formule, ton taux d'intérêt du livret A, il devrait être au-dessus de 1%. Et c'est ça que Macron il le gèle lui, à 0,75%. Donc tous les gens qui auront des livrets A vont s'appauvrir parce que les prix vont plus qu'augmenter que va leur apporter leur compte épargne en livret A. Ça peut paraître peu hein, quand on regarde son livret A, soit on s'en fout de 0,25 d'intérêt, mais il y a plein de gens hein, qui ont des livrets A, et si on fait la somme de tous les livrets A, le nombre de milliards d'euros qui a placé plus d'autres placements comme le livret développement durable ou le livret épargne populaire, bah ça fait 400 milliards d'euros qui seront concernés par ce gel de taux d'intérêt. Et au total, faut bien imaginer qu'on perd ces 400 millions, et bien les petits épargnants perdent 1 milliard d'euros en une année, comme ça, parce que Macron avait envie. Vous verrez très peu de journalistes, Jean-Marc, c'est ça le plus grave, présenter le gel du taux d'intérêt du livret A comme 1 milliard d'euros que Macron décide de priver aux petits épargnants. C'est un petit peu normal parce que ces gens-là s'en foutent du livret A, ils gagnent leur vie de façon assez considérable, donc leurs placements ce ne sont pas ceux-là. Les placements qu'ils ont, c'est des placements qui sont supérieurs, qui sont hors. Parce que là, c'est des petits épargnants, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est des gens qui n'ont pas des gros salaires. C'est des gens en moyenne qui mettent 30 euros par mois sur leur livret, c'est-à-dire ça représente 300 euros grand maximum à l'année que ces personnes mettent sur leur livret. Mon cher Jean-Marc, va nous chercher ce Marseillais que l'on saurait accueillir. Notre Marseillais préféré, Mourad Goual, qui arrive dans un instant sur France Maghreb 2. On parle du livret A, messieurs, dames. C'est important, vous en avez évidemment, je pense, tous ou toutes en tout cas un livret A, le compte préféré des Français. Oui, installe-toi. Et on en parle évidemment avec vous parce que visiblement Macron donc gèle pendant 2 ans donc l'augmentation de ce livret A. Mourad, bonjour. Bonjour cher Christophe, bonjour Jean-Marc, bonjour les auditeurs, pardon pour mon retard. C'est de plus en plus ça se paye tout ça. C'est de plus en plus dur de fendre la foule, de faire des selfies, de signer des autographes à tout le monde. Depuis que je travaille à France Maghreb 2, c'est la rançon du succès. Je suis désolé. Ça il nous l'a fait vraiment à la Marseillaise. J'assume. Alors on parle du livret A, mon cher ami Mourad, parce que Macron nous a fait un petit cadeau, ou plutôt a fait un cadeau aux banquiers là pour le coup. En gelant donc l'augmentation du taux du livret A pendant 2 ans, et on a fait un petit peu les comptes, ça va rapporter plus de 400 milliards d'euros aux grandes banques. Ce candidat qui avait pourtant dit non, je ne ferai aucun cadeau aux banques, non, je ne suis affilié à aucune banque ou aucun lobby bancaire. Pourtant, ça semble être un petit peu l'inverse qui se produit. Parce que le livret A, c'est quand même le premier levier politique pour libérer l'argent qui n'est pas justement dans les systèmes, dans les flux monétaires en fait. Et plutôt que d'avoir des bas de laine à la maison ou à la caisse d'épargne, ça conforte les banques de dépôt. On favorise plutôt la circulabilité, je sais pas si ce mot existe ou si c'est comme ça qu'on le dit, de l'argent. Et sa fluidité, plutôt que de laisser cet argent dormir dans des comptes. Voilà, mais en fait, ces gens se privent de cet argent, ils en profitent pas pour pouvoir le bloquer. Parce qu'on leur a bien raconté. Sachez qu'en 1818, nous étions à 5% de taux. 5%. Et aujourd'hui, nous sommes à 0,75. C'est-à-dire que les taux aujourd'hui, les taux positifs qu'on a, servent à peine à couvrir les frais de gestion. C'est-à-dire que vous êtes à 0. Il n'y a pas de rendement sur le produit, en fait. Oui, mais les prix augmentent. Et forcément, les taux, normalement, devraient augmenter. Oui, l'inflation est supérieure. On est entre 2 et 3. Après, c'est un argument politique de dire que le livret A va rapporter 400 milliards aux banques parce que d'abord le livret A ou le code EVI ou le PEP. Ah non, c'est pas un argument politique, c'est un argument d'économistes qui ont fait des comptes, et d'ailleurs, aucun média n'a fait le relais, sauf Mediapart. Sauf que c'est pas la première fois que ça arrive, et que la destination première des fonds déposés sur le livret A ou sur le livret B ou sur les PEP sont destinés d'abord à l'industrie, soit à la construction, soit à l'industrie lourde, mais ça finance quand même aussi ces axes-là de l'économie française, et c'est pas négligeable. Donc Macron, cadeau aux banques, ça te gêne pas? Il n'y a plus rien qui me gêne, moi je vis. Mais pour dire que ça avait été fait à l'initiative, comme je disais tout à l'heure, de Benjamin de Lesser, qui était industriel et banquier. Voilà. Aussi. On peut considérer quand même, peut-être, en allant pas trop loin, qu'en une décision, Macron décide de nous priver, nous tous, les petits épargnants, d'1 milliard d'euros. Mais Christophe, si tu ramènes si on fait un calcul cohérent, quand on dit 400 milliards d'euros, ça voudrait dire combien? Ça veut dire que il y aurait plus de 1000 milliards d'argent déposés sur des livrets A, c'est faux. Alors, attends. Quand on parle de livret A, on parle aussi des livrets d'épargne populaire, on parle des différents comptes. Attention. Mais on parle du livret A. Il y a 60 millions de personnes en France qui ont un livret A, ou ce genre de compte. Fais 400 milliards d'euros divisé par 60 millions et regarde ce que ça ramène par personne. Si on grossit le trait, c'est impossible.
c'est un chiffre démagogique qui est là pour faire de l'animation, voilà, on est en crise médiatique, on a besoin d'un peu de polémique, on en glisse, voilà. Sur les dépôts du livret A, bon, je suis pas convaincu de la pertinence de ce montant. Ouais. Mais en revanche, il n'empêche que ça représente une somme relativement importante. C'est-à-dire que attends, les économistes lesquels? Ceux qui vont sur BFM en se disant qu'ils sont experts? Non, voilà, justement, mais non, ce sont des économistes interrogés par Mediapart, ce sont des vraies personnes, justement, on les voit pas sur les plateaux de BFM TV parce qu'on n'en parle pas de ce genre d'infos. Ben, est-ce qu'elle est essentielle vu que c'est des infos qui Bien sont sûr qu'elle est essentielle, ça nous concerne tous. Chaque gouvernement dans ses premiers mois, la première chose qu'il fait, c'est justement de stagner, de geler, d'augmenter ou de réduire les taux d'intérêt des livrets A. C'est la première chose que chaque gouvernement fait. Sachant qu'on a des livrets dormants. Oui, c'est ça qu'ils veulent combattre en fait, de l'argent qui dort et qui est pas. Il y a des livrets dormants. Ouais, mais les livrets dormants, peut-être que effectivement ça existe, mais il y a aussi les livrets qui sont pas forcément dormants et qui sont essentiels pour les petits épargnants. Qui mettent de l'argent de côté et qui espèrent un peu que ça rapporte. Tu sais où est l'argent. Aujourd'hui, ça rapporte de moins en moins et ça rapporte plus aux banques. Tu sais aujourd'hui, si vraiment les politiciens avaient le courage d'aller jusqu'au bout de leur démarche, l'argent, vous pouvez pas imaginer l'argent que les banques gardent de manière illégale, notamment lorsque des sociétés déposent les bilans et que des paiements leur parviennent. Après le dépôt de bilan, l'argent n'est pas restitué à l'émetteur. L'argent est gardé sur un site flottant, un compte flottant. Et qui n'est pas crédité sur le compte de l'entreprise. L'assurance vie aussi. Voilà, etc. non, mais attends. Oui, voilà. Donc les sociétés qui n'ont plus de vie sociale, donc l'argent, il flotte sur des comptes flottants dans les banques. Et je crois que la loi, je vais pas avancer de date parce que je risque de dire une bêtise, mais je crois que la loi permet au bout d'une dizaine d'années aux banques de récupérer cet argent. Tout à fait. Et c'est des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Des milliards d'euros. Voilà. En tout cas, vous pouvez nous donner votre avis si vous vous sentez un petit peu lésé. Justement, on se souvient de ces paroles de Macron, justement à propos des banques, parce que ça lui a été reproché, ça. C'est un monsieur qui vient de la banque, donc on avait des interrogations par rapport à ça. Christophe, une société qui émet un chèque de banque, admettons une société t'envoie un chèque de banque à toi de 100 euros, d'accord? Pour une raison X ou Y, tu n'es plus en mesure d'endosser ce chèque, de le créditer. Ouais. Mais donc tu le laisses, tu le reçois au courrier, pour une raison XY, tu n'as plus de compte en banque ou tu ne veux pas l'encaisser, ce chèque, tu le poses sur ta table et tu ne l'encaisses jamais. Compte d'attente. Sais-tu que la banque, au bout d'un an, donc cet argent ne t'appartient plus, mais il n'est pas redistribué et rétribué à l'émetteur. La banque le garde. Ah ouais. Sans informer l'émetteur, et au bout de toujours pareil, une dizaine d'années, la banque a le droit de récupérer cet argent flottant. Et c'est aussi des milliards et des milliards. Un chèque est valable une année. Une année, voilà. Voilà. Une année, ouais, passer une année. Non, mais quand c'est un chèque de banque, la somme est bloquée. Et ce blocage, au bout d'un an, il disparaît, mais il n'est pas recrédité sur le compte de l'émetteur. Non, il n'est pas recrédité. Pour pouvoir qu'il soit recrédité sur le compte de l'émetteur, faut des justifications. Bon, on permettait quand même qu'on fasse enquête, qu'on vérifie un petit peu tout ça. Et puis ça demande on va s'y intéresser parce que ça demande un vrai travail. Mais je tenais à quand même ce qu'on mette un peu l'info sur la table parce qu'une info qui est peu relayée. On va encore creuser, fouiller et on va essayer d'en savoir un peu plus. Ouais, mais Christophe, tu sais, le livret A, c'est comme maintenant les télévisions, tout le monde a des plasmas, on n'a plus les tubes cathodiques comme avant, donc c'est un produit qui n'existe quasiment plus et c'est de la démagogie que d'en parler. Désolé, mais 60 millions de personnes ont ce genre de comptes. Ce sont des comptes de gestion pour eux, pas des comptes d'épargne. Ce sont des gens qui n'ont pas droit à des comptes courants et qu'on oriente vers des comptes CCP ou des comptes livrés. Et ça aussi, ça pose un vrai problème de société dont il faudrait parler aussi. Bon, sinon, petite information en bref, messieurs, vous pouvez commenter ou non d'ailleurs. Nouvel épisode dans la guerre des mots que se livrent la Corée du Nord et les États-Unis. Dans un communiqué très inhabituel, rédigé à la première personne, Kim Jong-un a répondu directement à son homologue américain, Donald Trump, qui en début de semaine, à la tribune de l'ONU, avait, vous en souvenez, menacé la Corée du Nord de destruction totale. Autre fait inhabituel, les médias officiels du régime de Pyongyang sont pris violemment à des journaux d'État du voisin chinois et supposés alliés, les accusant de collusion avec les impérialistes. Ces répliques nord-coréennes laissent présager de futurs coups d'éclat de la part de Pyongyang. Trump m'a insulté, moi et mon pays, écrit le dirigeant nord-coréen, dans une lettre publiée donc en première page du quotidien des travailleurs. Kim Jong-un justifie son programme nucléaire par les récentes bravades de Donald Trump
Au lieu de me faire peur, ces menaces m'ont convaincu que le chemin que j'ai choisi est le bon et que je dois le suivre jusqu'au bout, écrit-il, promettant des représailles de plus haut niveau. Ces représailles pourraient consister donc en un essai de bombe à l'hydrogène dans le Pacifique, a précisé le ministre nord-coréen des Affaires étrangères. Les 6 essais nucléaires nord-coréens ont tous été souterrains et un tel test représenterait une ligne rouge pour les États-Unis. Voilà pour ce qu'il fallait vous dire donc sur cette réponse de Pyongyang. Et la réplique de Donald Trump n'a pas tardé. Kim Jong-un, qui est manifestement un démon qui se fiche d'affamer et de tuer son peuple, va être mis à l'épreuve comme jamais, a tweeté tout à l'heure le président américain. Le Kremlin, lui, se dit profondément préoccupé par l'escalade des tensions sur le dossier nord-coréen. Moscou reste persuadé qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une résolution politique et diplomatique au problème. Voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire. On sent quand même que la tension est en train de monter d'un cran là. Moi, je me demande pourquoi Trump ne bombe pas le torse devant les personnes qui fournissent les moteurs à propulsion pour ces bombes. Pourquoi il ne bombe pas le torse devant les personnes qui fournissent l'uranium enrichi? Pourquoi il ne bombe pas le torse devant les États et les personnes qui fournissent toute la technologie nécessaire pour que ces missiles existent, volent et explosent? Ouais. Donc je pense qu'on est en train de se tromper de cible. La Corée du Nord, elle est tout à fait dans son droit le plus légitime d'avancer sur un programme militaire, qu'il soit civil ou pas. Et les États-Unis, si vraiment ils sont aussi inquiets que cela, qu'ils s'adressent aux personnes et aux États qui fournissent les matières premières nécessaires à ces bombes atomiques. Jean-Marc, est-ce qu'il faut craindre une tension de plus en plus perceptible? Je dis, il y a juste une chose, c'est qu'il y a le traumatisme du Vietnam, Ouais. qu'il faut pas oublier. Pour le peuple américain? Tout à fait. Mais Donald Trump, tu sais très bien que lui, il est un peu... Non, mais Surtout que la Corée du Nord reste sur une victoire quand même. Il y a voilà. Face aux États-Unis, les fameuses, il y a eu aussi des kamikazes, il y a eu pas mal de problèmes lors de la guerre avec le Japon, etc. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que le président Trump ne peut pas décider tout seul de partir en guerre. Ça, c'est la première des choses. Ouais. C'est le Congrès qui décide. Ensuite, pour l'avis du Congrès. La deuxième chose, il est très compliqué, il est très difficile d'attaquer un pays qui dispose de l'arme nucléaire. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que la Corée du Nord, ce sont des communistes. Derrière eux, il y a la Chine, because raison économique, 80% des exportations viennent de Chine. Derrière la Chine, nous avons la Russie. Derrière la Russie, nous avons l'Iran. Et si nous avons la Russie, nous avons forcément la Turquie. Et nous avons aussi forcément le Pakistan. Donc je pense que ça risque de partir en guerre mondiale. Et je pense que Trump, il aboie, mais bon, ce ne sont que des mots, ça n'ira pas très loin. Il y a une stratégie, je veux dire, si on regarde aujourd'hui la carte géopolitique européenne, sur le nord de l'Europe, on a les bases de l'OTAN qui encerclent l'ouest de la Russie. Si on regarde sur la carte du Moyen-Orient, on a les Américains qui sont aux portes de la Russie à travers le conflit israélo-palestinien, à travers le conflit Iran-Irak, à travers la guerre en Syrie, la guerre avec Daesh. Et il restait plus qu'une pénétration sur la porte orientale, c'est-à-dire par l'Asie. Et aujourd'hui, Trump est en train d'essayer d'ouvrir une brèche à travers la Corée du Nord. C'est juste stratégique. Stratégique. Pas plus d'inquiétude. Non. Il n'y a pas lieu d'avoir d'inquiétude sur ce type. Très bien. C'est bien c'est pas pour rien qu'on appelle ça des armes de dissuasion. 01 40 33 9000 France Maghreb 2, le LGF avec Mourad Goual, le Marseillais, Jean-Marc Zébélus, le Parisien. Là, on a du pur sang là aujourd'hui. Autre pays dans la mire des États-Unis, l'Iran. L'Iran justement qui va renforcer ses capacités militaires et balistiques en matière de dissuasion. Annonce faite ce matin par le président Hassan Rouhani lors d'un défilé marquant le déclenchement de la guerre Irak-Iran en 1980. Pour défendre notre patrie, nous ne demanderons la permission à personne, a dit Hassan Rouhani dans un discours retransmis en direct à la télévision ce matin. Voilà, donc l'Iran, encore une fois, dit bon ok, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de votre avis en fait. Ils ont raison. Bon, d'accord, pas d'accord. Je suis pas un vent-à-guerre, je suis pas un vent-à-guerre, mais il y a sur l'Iran, il y a un poker menteur parce que j'ai pas eu la chance, mais j'ai pas mal d'amis iraniens et j'ai quand même des amis qui sont partis en Iran. Ouais. Et arrivés en Iran, ils m'ont dit, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on leur a raconté. Tout à fait, oui. Ils étaient vraiment surpris de voir comment les choses se passaient en Iran. Donc, je suis pas en train de dire que l'Iran est un paradis, loin de là. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire très attention à ce que nous rapportent les médias. C'est à l'antipode de ce qu'on peut dire sur l'Iran. Oui, tout à fait. Peut-être pas aux antipodes, mais voilà. Tout à fait, parce bien loin de ce qui est raconté. Voilà, bien loin de ce qui raconte. Tout à fait. Oui, ça aussi, ça m'a été confirmé, effectivement. Alors, en France, messieurs, dames,
Oui, ça y est, c'est fait. Les 5 ordonnances réformant le code du travail ont été signées par Emmanuel Macron à l'issue du Conseil des ministres tout à l'heure. Le gouvernement résolu à tracer sa route malgré la contestation de la rue à l'appel de la CGT hier, de la France Insoumise demain. Eh bien, la signature des fameuses ordonnances a eu lieu sous l'œil des caméras, tout ça bien orchestré par Emmanuel Macron. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Mais écoutez, on va pas lui reprocher de réaliser son programme, il a au moins cette honnêteté. Moi, j'attends de voir maintenant parce que moi, je suis ouvert à tout ce qui est évolution du droit social, du droit tout court. Donc, on est dans une société qui évolue et il est normal que le droit évolue. Après, de savoir si c'est à nos dépens, on le verra à l'usage. Hein. On peut aussi lire entre les lignes. Ça veut dire que le président a promis de combattre le chômage. Ouais. Donc, si nous combattons le chômage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est créer de l'emploi, mais créer de l'emploi dans la précarité. Voilà. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le système des Américains et des Allemands où on dit qu'il y a moins de taux de chômage chez eux, mais nous avons des emplois plus précaires et moins rémunérés. L'Allemagne est un exemple. Et dans les concret, chiffres, dans les chiffres, la population active sera plus importante. C'est-à-dire les gens qui bossent, ils gagneront pas forcément bien leur vie. Ils auront 2 emplois, 3 emplois. Ils sortent des statistiques. Mais ils vont sortir des statistiques qui disent que les gens bossent. Non, mais après, le problème de la France, il est structurel. Je pense qu'on a une très mauvaise politique de l'emploi, mais depuis d'énormes années. Ça, c'est vrai. Et puis, le business que génère, c'est le secteur de l'emploi, c'est-à-dire tous ces organismes de formation qui viennent s'agglomérer au dispositif. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous allez au Pôle emploi, on vous détache du suivi du Pôle emploi pour vous envoyer vers un organisme privé. Ouais. Donc, double financement. Bon, qu'on m'explique pourquoi. On m'explique pourquoi. Il y a de problèmes. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. On en reparlera d'ailleurs dans le zapping de cette manifestation hier dans la rue. Apparemment, il y avait un peu moins de monde que la première. On verra ce que va donner la France Insoumise demain pour sa manifestation. Sachez, mesdames, messieurs, en info zappé toujours, Uber ne pourra plus opérer dans les rues de Londres à partir du 30 septembre. La licence de la compagnie américaine de voitures avec chauffeur n'a pas été renouvelée par l'autorité des transports de Londres. Uber a décidé de faire appel. Plus d'Uber à Londres. Terminé. Je reste quand même assez sceptique, connaissant les Anglais, parce qu'ils avaient déjà un système où il y avait les mini-cabs, les grands taxis et les petits taxis, souvent faits par les ressortissants des West Indies qui ont le privilège, les petits taxis jaunes, etc. Je pense qu'il va y avoir négociation parce que les Anglais sont beaucoup axés sur le business is business, et je pense qu'il va y avoir un accord. Ça ne peut pas s'arrêter là. Mourad, tu partages ? Ouais, puis je veux dire maintenant, Uber fait partie du paysage économique et social de chaque État moderne. C'est concret de la précarisation. Mais alors justement, c'est quoi la précarisation? Parce que moi, j'ai pas l'impression que les chauffeurs Uber en France, en tout cas ceux que je vois à Paris, parce qu'il y en a beaucoup plus à Paris qu'ailleurs, on leur met un couteau sur la gorge pour qu'ils aillent louer un véhicule à 1000 € par mois et qu'on les oblige à travailler 15 heures par jour. Je crois qu'ils le font de leur propre chef, de leur propre gré. Non, je pense que surtout Uber a vendu du rêve et que finalement, quand les gens se sont aperçus que de l'arnaque derrière, il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans la merde parce que ils ont pris des crédits, ils ont acheté des voitures. Mais non, d'abord ils font pas de crédit parce que les banques ne prêtent pas. Déjà pour emprunter une banque, il faut avoir des dossiers. Attention à ce que tu dis parce que là tu vas avoir plein de chauffeurs Uber qui vont dire Mourad. Mais qui nous appelle alors, appelez-nous. Je ne suis je ne demande qu'à justement à connaître et à apprendre ce système. Moi je ne connais pas de banque qui aujourd'hui prête à des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs Uber comme ça. Donc je suis pas convaincu qu'on puisse emprunter pour acheter un véhicule. Par contre, il y a des systèmes de location à 1000 € par mois parce qu'on leur impose une ils louent les voitures. Des voitures de quand même une certaine. Il y en a beaucoup qui louent les voitures, donc qui les ont achetées. Mais aujourd'hui, les courses sont de plus en plus taxées. Ouais, mais de toute façon, il n'y a aucun intérêt d'acheter une voiture au jour d'aujourd'hui pour faire ce type d'activité. Ouais, mais en plus, je veux dire, eux, ils biaisent aussi parce que d'un côté, il y a des désavantages, mais par exemple, eux, la loi, ils s'assoient dessus quand il s'agit de retourner à leur siège pour récupérer une course, ils préfèrent faire des maraudes, ce qui est interdit par la loi. Oui, ça c'est vrai. Non, mais faut pas généraliser. Il y en a quelques-uns. Non, mais faut pas généraliser. Tu vas Disneyland. Non. Les Uber sont pas plus malhonnêtes que les autres. Ah non, je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, je dis qu'ils biaisent sur le texte. Non, mais c'est biaisé, ça veut dire que appelez Uber. Non, moi je suis pas d'accord. Je veux dire que ce sont des gens ils ne vont pas dans leur siège pour récupérer de la clientèle, ils font de la maraude. La maraude est interdite. La plupart des gens qui font Uber, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le taxi, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas d'emploi, il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir aussi leur indépendance, leur autonomie et qui gagnent leur vie. Ça demande de travailler beaucoup. Mais pourquoi ils le font? Pour bien gagner sa vie,
avis, il faut travailler au moins 10 heures minimum par Et an. alors, Bon. moi je travaille 12-13 heures par jour, je me plains pas. Stop. Mais t'es bien payé, Morad. Oui. Mais parce que je travaille. Très très bien payé. Morad, Ah, tu le Morad, est-ce que tu parles l'arabe? Je parle l'algérien, mais alors vraiment avec il faut que j'y aille, quoi. Non, parce que j'ai avoir besoin de toi. Dans un Je vais instant, dans le essayer. zapping, On mesdames, va messieurs, essayer. on va écouter alors là El Sisi, qui après avoir serré la Oh là main, là. elle qui après avoir serré la main de Netanyahou, appelle les Israéliens. Écoutez bien, hein, il appelle les Israéliens à soutenir le Premier ministre d'extrême droite, Benjamin Netanyahou, pour, selon lui, consolider la paix entre Israël et Égypte. Mais il n'y a pas la Attention, paix déjà? c'est du lourd. Hein. Ah. Ah, dans un instant, du Sisi dans le texte, avec la traduction de Morad. On va essayer. J'espère, je vous à tout de promets suite. rien, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Morad Goual, anti-Uber, avec nous. ouais. Non, pas du tout, non. Non, c'est pour mettre le Non mais feu un peu. t'as quand même tapé un peu sur Uber là. Voilà. Non, Là, non, là- moi je suis objectif. non mais je suis objectif. non mais là t'as quand même tapé, elle est forte. T'es pas allé de Je- même je- ordre. 01 40 33 Voilà. Philippe, vous aurez l'occasion J'aurais- tout à l'heure dans Libertad de lui remonter les bretelles. J'aurais été Uber, j'aurais appelé, je te jure. Ah oui. Ils vont appeler nos ouais. amis d'Uber, ils vont appeler. Bon, dans un instant, voilà, allons au zapping. On va parler tout de suite de l'affaire du Front National, puisque c'est un peu l'affaire de la semaine, mesdames, messieurs. La démission hier, c'était plus vraiment une surprise finalement, de Florian Philippot. Et si tout était à la base d'un simple couscous. 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on a appelé ça, Morad, le couscous gate. Et oui, mon cher Christophe, qui aurait pu penser qu'un simple grain de semoule allait faire imploser le FN? Florian Philippot a résisté à tout, aux homophobes, aux partisans de Jean-Marie Le Pen, aux attaques saillantes de l'ingérable Gilbert Collard. Et un tout petit grain de semoule suffira à stopper net l'ascension fulgurante pour les uns et agaçante pour les autres, de ce jeune premier de la politique. D'ailleurs, rares sont ceux qui ont pu résister comme lui au ressac de Jean-Marie Le Pen. Bruno Maigret n'est plus là pour en témoigner, d'autres aussi d'ailleurs, sauf Florian Philippot. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen se voudra précis à son endroit en affirmant « Je ne suis pas en guerre contre la FN, je suis en guerre contre Monsieur Philippot ». Il reprochera à ce dernier d'avoir dénaturé le Front National en le bobo-tisant. Le grain de semoule n'étant pas fort sérieux comme prétexte, on nous expliquera que la création au lendemain de la débâcle au présidentiel de son club politique, les Patriotes, n'était pas compatible, ou en tout cas n'était plus compatible avec sa position et sa fonction de vice-président du FN en charge de la communication. Traduisé, par sa fonction, il aurait fait de la pub à son micro-parti tout en s'exprimant au nom du FN. Impensable, diront les anciens, les puristes, sauf que Jean-Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen, a lui aussi son micro-parti, Club Idées et Nation. Ah, alors ? Il n'y a pas de problème, direz-vous. Eh bien oui, il y a un problème, ou plutôt il y a des problèmes. Le premier est que Florian Philippot est devenu omniprésent, voire omnipotent auprès de Marine Le Pen. Ce que les proches de la présidente, et surtout son compagnon, Monsieur Alliot, voyaient d'un mauvais œil. Le second, c'est que c'est une histoire de pépette, car bien que critiquant autant qu'ils le peuvent le système, les frontistes ne dorment pas debout et savent tirer le meilleur de ce dernier, à savoir le fric. Et oui, derrière tout cela se cache une guéguerre liée à l'argent aussi. Le troisième reste l'homosexualité de Florian Philippot qui passe très très mal dans ce parti non pas catholique mais archaïque. Je pourrais aussi vous gratifier d'un quatrième, d'un cinquième, voire d'un sixième prétexte, mais je vais vous épargner cela et consacrer le temps qui nous reste à faire l'éloge de notre vaillant couscous qui, tel la goutte d'eau, est parvenu à percer les roches les plus dures pour y creuser d'abord des ruisseaux et ensuite des fleuves. Voilà. Magnifique, bravo Morad, bravo. En tout cas voilà, pour cette affaire, Il on ne y reviendra manquait tout que à la l'heure musique. dans le zapping. Oui, absolument. Dans le zapping parce qu'il y a eu pas mal de réactions évidemment suite à la démission de Florian Philippot. En tout cas, je pense, à mon sens, que c'est un mauvais point pour Marine Le Pen. Et pour la droite aussi. On aura l'occasion, oui, pour la droite aussi. Un mauvais point, je sais pas. Ah bah quand même, parce que Non, mais- c'était la ligne un petit peu, tu vois. C'était la ligne dure. C'était la ligne dure. Non, Bah, au contraire, non, au contraire, Philippot a attiré. Non, c'est pas vrai. Dupont-Aignan, c'est Non, lui non. qui l'a fait venir. Le Philippot est beaucoup plus dur dans ses propos, dans son idéologie que Marine Le Pen. Mais son idéologie, Ma- elle est plus généraliste que... Oui, mais il est beaucoup plus dur sur sa vision, sur l'immigration, sur pas mal de choses, sur l'islam, sur beaucoup de choses. Ça, il faut pas l'oublier. Mais c'est quoi la vision de Marine Le Pen? Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce qu'on dit là, c'était déjà prévu depuis lors du débat. Philippot n'était pas d'accord avec le comportement de Marine Le Pen. Ouais, ouais. Il l'avait pas caché. Sauf que c'est lui qui a Et incriminé. il y avait déjà divorce là, déjà d'une. Donc
ça a été plus ou moins un effet de manche, cette histoire de couscous gate, etc. Mais c'était déjà prévu qu'il y aurait eu cette dissension. Faut arrêter. Et ce que je trouve de débile, c'est qu'on en fasse autant de mobilisation sur BFM pour ces conneries. Voilà. BFM a pour besoin ces de l'actualité. conneries. Donc l'actualité, il la trouve aujourd'hui dans les FM. Mais c'est pas de l'actualité, ça. Et surtout, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que aujourd'hui, les observateurs politiques vont se servir de cette affaire, la monter en boule, parce qu'en fait, in fine, c'est qui va trinquer? C'est les Républicains. Parce que Philippot, qu'on le veuille ou pas, il va intégrer les Républicains. Oui, parce que n'oublions. Il est courtisé par Wauquiez. Le petit caillou dans la chaussure de Marine Le Pen d'hier va devenir le boulet de la droite demain. Mais n'oublions pas que Dupont-Aignan a demandé à Marine Le Pen de faire une droite générale. Mais il n'existe pas, Dupont-Aignan. Non, mais il a demandé à Marine Le Pen, qui a dit qu'elle n'y croyait pas. C'est un dégueu. Non, mais elle a dit qu'elle n'y croyait pas. Sachant que la droite est en déliquescence, et qu'aujourd'hui, la droite ne pourra se redorer le blason qu'en s'alliant au Front National avec la ligne de Wauquiez. Tous ceux qui ont quitté le Front National en espérant vivre par eux-mêmes se sont cassés la gueule. Il y en a qu'un seul qui tire son épingle du jeu, c'est Jacques Bompard avec la Ligue du Sud, avec la mairie d'Orange. Oui, mais ça reste que dans le Sud. Voilà. Ça va Kamel pas plus loin, est avec pas nous. national. Il t'a entendu parler des Uber. Kamel, bonsoir. Bonsoir, Kamel. Bonsoir à tous. Bonsoir, Kamel. Sur le sujet du Uber, en fait, vous disiez que vous avez du mal à contracter des crédits pour pouvoir financer des voitures. C'est ça, en fait? Non, c'est pas ça. Non, les créateurs d'entreprises qui se lancent. Non, c'est pas ça. On a dit que. Si, c'est ce que j'ai dit, la raison. Oui, mais je l'ai dit comme ça, oui. Juste pour suivre un peu le fil conducteur. Mais si j'ai tort, dis-moi-le, justement. Vas-y, si Kamel. j'ai tort, dis-moi-le, Kamel. En fait, juste pour bien suivre le fil conducteur de tout ce que vous avez dit, c'était par rapport au fait que vous disiez que les chauffeurs étaient dans la précarité, c'est ça, en fait? Oui, non, je le disais, moi. Christophe disait qu'en fait, les chauffeurs Uber s'engageaient chez Uber tels comme un suicide, parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont travailler dans des conditions précaires, avec une situation précaire, avec des précaires, et qu'ils s'y engagent quand même. Moi, je dis non. S'ils y vont, c'est qu'il y a quand même un certain intérêt. Je vais t'expliquer, si je peux me permettre d'apporter ma pierre à l'édifice par rapport au débat. Oui. En fait. T'es chez Uber, toi, Kamel? Aujourd'hui. Non, moi je suis taxi. D'accord. Mais je vois un peu les choses de loin et je vois un peu ceux qui rentrent, ceux qui en ressortent. Il y en a parlé des maraudes aussi. Hein. Voilà, justement après la loi on va en reparler. Non. En fait, il y a de turnover chez leurs chauffeurs. D'accord. Ils s'en rendent compte souvent 2-3 ans maximum après. Et souvent t'en as plein par contre qui restent quand même, qui bougent pas et qui changent pas de taf. Ouais. Parce que t'en as qui sont au pied du mur. Pourquoi? Parce que justement ils ont contracté ces fameux crédits, ils attendent parfois de finir de rembourser le véhicule et ils sortent de cette profession parce qu'ils se rendent compte finalement que c'est une mascarade, il y a la TVA à payer. Les seuls qui s'en sortent, je vous dis la vérité, dans ce type de profession, c'est malheureux, mais n'ayons pas peur de le dire, c'est ceux qui font un peu l'illégalité fiscale. Ouais. Et si vous voulez, le système Uber, il n'a raison d'exister que dans le dumping social, c'est-à-dire de ne pas payer ses charges sociales, un peu comme les travailleurs détachés qu'on peut avoir avec les chauffeurs colonnés, etc. Ouais. Et ils profitent de ceci. Pourquoi? Parce que le gouvernement ferme les yeux, ils font pas les vrais contrôles. Quand tu vas chez... Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu vas au siège de chez Uber et que tu vois que quelques contrôleurs de l'URSSAF, mais t'es malade aujourd'hui. Uber, dans son application totale, elle est hors la loi tous les jours. Et puis je vais finir sur un argument qui est vraiment fondamental. Le problème de la France aujourd'hui, il y a deux arguments essentiels. Elle est aux ordres de Bruxelles. Donc Bruxelles dit qu'aujourd'hui, toutes les professions réglementées, elles doivent être cassées sans indemnité. C'est ça qui est un scandale, en fait. Non, mais c'est pas Bruxelles qui le dit ça. C'est pas Bruxelles. C'est Attali. Attali qui a commencé. Oui, mais Attali s'appuie sur la loi européenne. Après, Kamel, attention, Kamel. Kamel, pardon. Le dernier argument, c'est super important. Donc, il y avait par rapport à Bruxelles, et aujourd'hui, ils sont hors la loi tous les jours par rapport à la loi. Mais Kamel, tu sais ce qu'on vous reproche, Kamel, tu sais ce qui vous est reproché, vous les taxis, justement, c'est que vous avez, à tort ou à raison, justement, l'autorisation de stationnement n'a pas de valeur vénale, et vous l'avez, mais je parle pas d'argent, Mourad. Non, mais parce que, on parle de loi, là. Non, tout à l'heure, non, parce que tu as parlé de charges de fonds de commerce. Ah oui, les charges fiscales. Voilà. On parle pas de la plaque, on parle pas de l'achat de la plaque, moi. Mais justement, la plaque, ça s'achète pas. La plaque s'achète pas, normalement. Je parle du système auto-entrepreneurial, etc. Les mecs, ils magouillent. Et genre, il y a 30 000 euros, largement, il est dépassé. Sauf que les gars, ils déclarent pas.
Ouais, puis les maraudes qui respectent pas, ils font des maraudes alors qu'ils devraient retourner à leur siège. Non mais attendez. Ne généralisez pas, monsieur. Arrêtez de généraliser, de taper sur Uber. Et il y a aussi des mecs qui sont honnêtes. Je tape sur les VTC. Ils vont à Disneyland. Tu vas à Disneyland, il n'y a plus de VTC. Alors, parlez pas en même temps. Kamel. Mon père était chauffeur de taxi, hein. Et mon frère est taxi aussi, donc je sais de quoi je parle. Jean-Marc, on a déjà discuté, toi et moi, on a déjà discuté. Bien sûr. Bon. Merci Kamel en tout cas de Kamel, merci de nous avoir éclairé. Ton point de vue et oui, ton éclairage. Merci beaucoup Kamel. Bon, et j'en profite pour faire lancer un gros big up à tous les taxis qui nous écoutent. Hein. Salut mon pote. Et les Uber aussi. Et les Uber, bien sûr. Sont mes potes. Ils arrêtent de frauder et c'est bon. Et arrêtez de frauder, l'a dit Kamel. Par contre Kamel, je vais te dire un truc très honnêtement. Hein. Et Kamel, souris aux clients dans les taxis. Aujourd'hui, les hypocrites te diront oui, moi j'aime bien les taxis, je prends le taxi, c'est les menteurs, ils prennent Uber parce que c'est moins cher. Voilà. Mais Christophe, je suis d'accord avec toi 200%, mais moi Kamel, est-ce qu'il n'y a pas une amélioration apportée chez les taxis en disant que quand quelqu'un veut une course, qu'il puisse avoir le prix avant, qu'il puisse avoir le prix en amont? Mais si, ils connaissent le prix parce qu'ils sont au kilomètre. Non. Les amis, on n'a jamais dit le contraire, qu'il faut qu'il y ait un service qualitatif. Kamel, tu sais, je sais pas si tu es au courant, la semaine dernière, il y a un chauffeur Uber qui a essayé d'escroquer un Uruguayen, je crois. Il l'a pris à Charles de Gaulle et il lui a facturé pour 8 km une course à 400 €. Pour 5 km. Et voilà, 400 €. Et comme il est pas arrivé à soutirer l'argent, il a appelé un collègue à lui et heureusement qu'une patrouille de gendarmerie passait par là et le touriste a été sauvé, quoi. Lui, il faut le dégager de la profession vite fait. Une dernière phrase. Oui, Kamel, vas-y. Une dernière phrase. Et je vais t'expliquer pourquoi ce système justement frauduleux de faire des forfaits complètement ahurissants aux clients, c'est parce que les gars ou les nanas qui travaillent chez Uber, ils gagnent pas assez leur vie, les tarifs ils sont trop bas. Voilà, c'est ça. Parce que tu c'est ce que je disais tout à l'heure, la précarisation. Voilà. Merci beaucoup Kamel, à très bientôt. Bonne soirée. Il y a Jamila qui est en direct d'une manifestation apparemment devant l'ambassade de Birmanie. Bonsoir Jamila. Voilà, on entend le bruit, hein. Jamila, tu nous entends ou pas? Oui, Jamila. Bon, elle nous entend pas, en tout cas, visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, hein. Bon, ceci étant, il faut évidemment rester toujours encore mobilisé, bien sûr. On va passer, si vous le voulez bien, messieurs, au zapping maintenant. Alors là, c'est je vais avoir besoin de toi, mon cher Morad. Oui, la traduction. Je vais essayer des auditeurs aussi s'ils peuvent nous aider parce que. Bah non, là c'est toi, en l'occurrence. Pour commencer, donc, ce zapping, le général El-Sisi, après la poignée de main avec Netanyahou, appelle ouvertement les Israéliens à soutenir le Premier ministre d'extrême droite Benjamin Netanyahou. Écoutez plutôt, Mourad, je te laisse le micro ouvert, t'essayes de traduire ce que tu peux. Allez, on y va. وأقول وأوجه نداء للشعب الإسرائيلي وأقول لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ أكثر من 40 سنة ويمكن أن نكرر هذه التجربة وهذه الخطوة الرائعة مرة أخرى. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. On a salué le peuple présent et il a parlé d'une paix qui dure depuis 50 ans et qu'il voulait voir perdurer. نداء إليكم أن تقفوا خلف قيادتكم السياسية وتدعموها ولا تترددوا أنا بخاطب هنا الرأي العام في إسرائيل بقول له لا تتردد واطمئن نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وهذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى. Voilà, pour le général El-Sisi, alors j'ai compris un peu la fin où il disait qu'il faudra éviter que les choses ne se reproduisent une autre fois, mais il n'a pas parlé de la Palestine par contre. Ça c'est une certitude. Non, il parle pas de la Palestine, il parle donc en clair. Mais c'est un arabe très prononcé, j'ai du mal avec ça, nous on parle d'algérien. Bon, si un auditeur peut nous donner un petit coup de main, 01 40 33 9000, on n'a pas Tarek Pabi aujourd'hui pour nous aider. En quelque sorte, donc il a donc appelé les Israéliens à soutenir donc Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien d'extrême droite, et à faire que la paix perdure. Et pour que la paix perdure avec lui, visiblement. Voilà. Bon, dans le zapping, sinon. Le coup de mou des opposants à la réforme du Code du travail. Ils étaient 223 000 dans les rues de France la semaine dernière, 132 000 seulement hier.
D'après le décompte du ministère de l'Intérieur, hein, pas de chiffres côté syndicat, la CGT reconnaît seulement un nombre de manifestants un peu inférieur. Qu'importe, le mécontentement est là pour Philippe Martinez, le leader CGTiste, qui appelle à l'unité syndicale pour faire barrage au gouvernement. Aujourd'hui, il y a nécessité, en tout cas c'est ce que va essayer de faire la CGT en contactant nos homologues, d'essayer d'avoir un élargissement au plus haut niveau. Je pense que l'urgence de la situation nécessite cette unité syndicale. En tout cas, c'est ce qu'attendent les salariés, me semble-t-il. On a l'impression quand même que dans ce pays, les leaders syndicaux n'ont plus de poids. Ça n'a rien à voir avec les années. Moi je comprends pas que tu fasses cette analyse parce que aujourd'hui il y a eu quand même... Si tu compares à 95, quand même t'avais d'autres leaders syndicaux qui quand même avaient une autre presture, une autre prestance. Sauf que Maï a quand même travaillé en échange et en étroite collaboration avec la ministre du Travail et des Affaires sociales. Il a contribué à l'amélioration et à l'arrangement de certains textes de la loi qui n'étaient pas forcément acceptables pour eux. Il y a eu un travail d'échange, de dialogue, ils ont construit quelque chose ensemble et je trouve intelligent de leur part d'avoir été dans la construction de la loi plutôt que dans la dénonciation pure et dure comme le fait la CGT de manière récurrente. Moi, il y a juste une chose qui me dérange. Oui, c'est quoi? On ne parle plus de satisfaction des gens qui sont syndiqués. On parle d'arrangement entre les syndicats, c'est-à-dire que on n'a rien à faire du peuple. On a un représentant, un syndicat qui vient. Et on s'arrange avec les autres. On s'arrange avec lui. Il faut être nombreux, c'est tout. On s'arrange avec lui. Pourquoi on sait pas? Et s'arrange avec lui, même si les gens qui sont syndiqués sont pas d'accord, c'est pas grave, il y a un arrangement qui a été fait. Christophe, si on va dans la rue et qu'on prend 10 personnes. Très dommageable. Si on prend 10 personnes à l'instant T en sortant de la radio maintenant et qu'on leur demande quelles sont une mesure, s'ils peuvent nous citer une seule mesure de la loi travail sur les 10 personnes. Il n'y en a pas une. Je mets ma main au feu, mais je dirais bien que 8 sur 10 seraient incapables de répondre. Bon, alors, sans attendre justement la réponse à cet appel dans le cortège parisien, hier, des cadres de la CFE, CGC et de l'UNSA, les deux confédérations n'ont pas appelé à défiler, mais ce militant voulait se faire entendre. Écoutez. On pense que le seul moyen de se faire entendre, c'est de manifester, et que c'est plus par le dialogue. Donc nos confédérations sont restées dans un système de je continue de dialoguer en espérant, sans être sûr, pouvoir faire évoluer les décrets. Nous pensons qu'il faut le montrer de façon plus évidente. Voilà pour ce militant donc qui n'a pas suivi. Ils ont juste raté un épisode, c'est que le fait que Macron ait parachevé aujourd'hui les ordonnances, ça veut dire que ça y est, c'est fait. Il faut arrêter d'aller dans la rue pour crier, c'est fait. Alors, des manifestants qui ont quand même pu compter sur donc le soutien de quelques politiques. Benoît Hamon, notamment, présent dans le défilé hier, l'ancien candidat à la présidentielle, très remonté contre Emmanuel Macron. C'est incroyable la manière dont on va appauvrir des gens parmi les plus modestes. Voilà la réalité de la politique d'Emmanuel Macron. Et il se permet de New York d'être agressif à l'égard de ceux qui manifestent. Ceux qui manifestent, ils le font parce qu'ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer autrement. Ils n'ont pas voix au chapitre. En fait, il ressemble de plus en plus à Sarkozy. On lui disait que son modèle c'était Hollande, finalement c'est plus Sarkozy que Hollande. Ah, Benoît Hamon, il tape là. Hein. Sauf il dit que les gens n'ont pas pu s'exprimer. Il y a moins d'un an, on a voté pour des présidentielles et pour des législatives, et je crois que les gens se sont exprimés. Donc de quoi il parle? Bah, il parle de ces 4% lui, c'est ça? Il parle de ce président qui a quand même des propos assez comment dirais-je, assez forts envers les gens qui manifestent. Et le pire, c'est qu'il le fait depuis l'étranger. Je te rappelle quand même qu'il avait traité les gens de feignants depuis la Grèce, que là il dit il a pas parlé des gens qui manifestent, il a parlé des gens qui s'opposeraient à sa loi. Oui, mais c'est pas pour autant que c'est des réformes. Il a dit que la démocratie c'était pas dans la rue. Après, est-ce que tu t'es senti toi attaqué en tant que personne ad nominem quand il a dit feignant? Pourtant, tu es contre sa loi, je pense. Oui, absolument. Est-ce que tu penses que le mot feignant était adressé? Bah écoute, s'il m'est adressé, en tout cas, il a pas été bien reçu. En tout cas, non mais toi, tu l'as pas pris pour toi, je pense. Non. De toute façon, tout ce qui vient de Macron, je le prends pas pour moi. Voilà. Donc les gens qui s'érigent en victime au moindre mot de Macron, je pense qu'ils se servent un peu du système. Et non, mais est-ce qu'on doit toujours s'exprimer au profit d'une minorité? Ou toujours se plaindre. Mais est-ce qu'on doit toujours s'exprimer ou non pour la minorité? C'est une minorité de gens, je suppose, qui est visée. Pourquoi faire une déclaration? Voilà. C'est comme le Burkini. Pour quelques Burkini, on fait une loi. C'est ça. Écoute, Jean-Marc, quand les politiciens sont dans le calcul, qui retiennent leurs mots et leurs phrases, on leur reproche. Quand ils sont plus dans la rétention et dans le calcul, on leur reproche. Mourad, pourquoi il le fait depuis l'étranger? Pourquoi tu sors les muscles quand t'es à l'étranger, loin d'ici? Mais parce que dans sa stratégie, il a tout réussi. Il est parti en Martinique, à Saint-Martin, pardon, le jour de la manifestation. Non, mais il a réussi quoi? Il a coupé l'herbe sur les pieds parce que il était où le jour de la manifestation, de la première manifestation mardi dernier? Il était avec les sinistrés des îles.
Oui, alors il y avait plus de débat. Il a dormi sur un nid de camp, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y avait plus de débat. Ça a été démenti. Oui, mais ça a été démenti. Hein. Ouais, mais il a tout réussi. La communication commence à prendre un coup. Hein. Comment tu peux l'attaquer quand lui te dit attendez, je suis avec les victimes de l'ouragan Irma et vous me parlez de manifestants en France? Mais ouais, avec les victimes d'Irma. Enfin, concrètement, c'est pas ce qu'ils avaient besoin, les victimes d'Irma. Les uns étaient des alibis, les autres étaient des cons. Bon, alors on enchaîne dans le zapping puisque des manifestations partout en France, donc bon nombre de CRS n'ont pas encadré. Plus d'un millier d'entre eux s'est fait porter pâle hier, manière de protester pour eux qui n'ont pas de droit de grève, vous le savez, contre une réforme de leur indemnité de déplacement. Si la mobilisation a été si forte, c'est la preuve du niveau d'exaspération, selon Grégory Jouron, délégué du syndicat Unité SGP Police. Ça traduit 2 ans de suremploi, bien sûr l'état d'urgence, la COP21, l'euro, Calais, etc. Et premier message qu'on envoie suite au changement de gouvernement, c'est de leur dire que leur indemnité historique, vieille de 56 ans, va être assujettie aux prélèvements sociaux. C'est surtout pas un signe de reconnaissance pour ces fonctionnaires. Alors, ils ont été visiblement entendus, donc, puisque peu de chances que ça s'envenime, puisque a priori ça a été réglé. Voilà, cette affaire. Tu sais, Christophe, il y a quelque chose qui est passé inaperçu il y a à peu près 48 heures. Il y a un détachement de CRS qui a été transféré sur le Calaisien pour encadrer justement la jungle de Sangatte qui est encore en train de se reconstruire. Et les CRS ont été hébergés dans un hôtel avec des migrants. On a suivi cette affaire. Et ils ont exigé un droit de retrait et je trouve ça scandaleux parce que c'est quoi le droit de retrait? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Est-ce que les migrants ne sont pas des gens fréquentables en fait? C'est ça la question. Bien sûr. Trop sale, trop migrants, trop quoi en fait. Ouais. Et c'est normal et on en a juste fait un article. Ils les ont chassés dans un coin et puis ils se sont retrouvés dans le même hôtel qu'eux. Et ils ont exigé un droit de retrait. Voilà. Et c'était lamentable. Alors on va revenir sur l'affaire du Front National, si vous le voulez bien. Peu de chance que Jean-Luc Mélenchon tende la main à ses désormais ex-élus FN, mais dans la tourmente frontiste nul ni deux, le leader de la France Insoumise appelle les électeurs déçus du FN à le rejoindre. C'est un parti qui ne sert à rien. Et les gens qui étaient très fâchés, mais pas fachos, je leur dis maintenant, tournez-leur le dos et venez avec nous, parce que nous, on défend les salariés. L'appel de Jean-Luc Mélenchon hier matin sur RTL. C'est le retour au bercail, hein. Ah bon? Ben oui, 3 électeurs sur 5 du FN sont des anciens d'extrême gauche, c'est connu. Oui. En proportion, hein. Alors, chez les Républicains, qu'en dit-on de ce départ? Eh bien, officiellement, la crise au FN ne les concerne pas. Pour François Baroin, président de l'Association des maires de France, tout cela n'a rien d'une surprise. C'est vrai que Marine Le Pen, au fond, ne peut plus incarner un espoir. Elle s'est liquéfiée, elle s'est effondrée dans les abîmes d'un débat où, au fond, elle a perdu toute crédibilité. Elle n'incarne plus d'espoir, de responsabilité, de pouvoir pour une bonne partie de ses électeurs. Sa nièce est partie, M. Philippot s'en va aujourd'hui. Tout cela est à reconstruire pour tout le monde. C'est aussi le choc de la tectonique des plaques de la présidentielle et de Saint-Jean Paul II de l'année 2017. Qu'est-ce qu'il est emmerdant à écouter, lui? Non? Vous trouvez pas? Je me disais que tu pouvais prendre son discours et à la place de Marine Le Pen mettre par exemple les Républicains et son discours avait le même sens, quoi. C'est générique ce qu'il dit, quoi. Il y a rien de particulier et puis. Grand chamboule tout. En tous les cas, le député LR Daniel Fasquelle aussi met en garde. Le paysage politique français est profondément déstabilisé et ce qui se passe au Front National pourrait demain se passer au sein des Républicains. Ah! Ça résonne un peu à ce que tu disais tout à l'heure, Morad. Eh oui, je pense que le boulet arrive en fait. Ouais, le boulet arrive et je pense que ça va être quelque chose de très très dur à gérer pour les Républicains. Et ça va peut-être compromettre fortement l'autoroute qui a mené Monsieur Wauquiez vers la présidence des Républicains. Je pense que ça remet tout en cause. Allez, pour finir ce zapping, messieurs dames, si l'école faisait son travail, j'aurais un travail. Voilà la petite phrase qui claque et qui choque. Elle est issue de la dernière campagne de formation du MEDEF. Une insulte pour Bernadette Roison, la présidente de la FSU, le syndicat de la fonction publique. Cette phrase du MEDEF est une insulte pour tous les enseignants du pays. C'est grossier, c'est totalement faux et injuste. C'est jeter en pâture l'école. Alors, on est d'accord avec... cette dame a oublié un peu tous les erreurs, tous les accidents d'orientation dont ont été victimes les Français issus de l'immigration. Ouais, je pense que c'est bien que le MEDEF le dit à sa manière, mais au moins il le dit pour nous. En tout cas, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a demandé au MEDEF le retrait immédiat du slogan. Il a obtenu gain de cause hier soir. Et en plus, les excuses de Monsieur Gattaz aux enseignants. Voilà, comme ça c'est réglé, c'est fait. Qui manifeste.
Tiens, pour finir, comme s'il voulait s'éviter les cris des manifestants parisiens dont on parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron était lui hier à Marseille, la ville qui accueillera conjointement avec Paris des épreuves du futur Jeux Olympiques de 2024. Un bain de foule chahuté pour le président qui a fait coïncider sa visite un jour de manifestation contre sa réforme du Code du travail. Emmanuel Macron pris à partie quant à l'organisation de ces Jeux. Madame, les Jeux Olympiques, c'est formidable. Il y a des gens qui râlent tout le temps pour tout. Donc râlez, et moi je suis content, fier, et la France gagnera. Voilà. En clair, les Français sont que des râleurs, selon Macron, hein. Moi, quand je vois le bénéfice sociétal qu'a rapporté le mondial 98 en France, ne serait-ce que pendant les 10 années qu'on suivi ce mondial, moi je dis que ça vaut le coup, hein. On a été bien. Jean-Marc, on l'a perdu, ça fait un quart d'heure. Non, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a, tu me demandes des trucs sur le zapping, bon, je sais pas, bon, Jean-Marc, je reste dubitatif. Je vous fais une confidence, il est amoureux. Ah bon? Ouais, je suis amoureux de toi. Ouais. On va se calmer, là. Jean-Marc, il a le cœur. Bon, dans un instant, messieurs, dames, attention à un nouveau scandale qui touche la compagnie aérienne Air Algérie. On va vous expliquer. C'est une révélation d'Elnar et de plusieurs... J'aurais des choses à dire. Ouais. Ah, tu vas nous le dire dans un instant. Mais on aura aussi ton avis tranché. De quoi tu veux nous parler, Jean-Marc? Rappelle-nous. La politique en général. Oui. Bon, ouais, tu t'es bien retenu. On est en train de se fourvoyer. Tu t'es bien retenu, tu vas pouvoir te lâcher dans un instant? Tout à fait. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Morad Goual et avec Jean-Marc Zébellus qui sont avec nous dans un instant. La vie tranchée de Jean-Marc Zébellus, il va nous parler de politique et on va parler d'un nouveau scandale qui touche la compagnie aérienne Air Algérie dans quelques instants, selon la presse algérienne, hein, évidemment. C'est pas de moi. Non, je vous ai rien sorti de tout ça. On se fait simplement l'écho, voilà, et on retransmet un petit peu tout ça. On va aller faire un petit tour du côté d'une manifestation, donc du côté de l'ambassade de Birmanie. Jamila, bonsoir. Jamila, bonsoir. Bon, Jamila ne nous entend pas, donc tant pis. Voilà. Voilà, 01 40 33 9000, bien sûr. Dans un instant, avant de parler de ce scandale donc qui touche la compagnie d'Air Algérie, mon cher Jean-Marc, c'est à toi pour ton avis tranché. Alors, tu vas nous parler de politique. Ouais, d'une manière générale, un petit peu condensé. Bah vas-y, on t'écoute alors. J'ai plus de jingle, c'est pas grave. Attends, pardon. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. À vous, monsieur Zébellus. La politique, qu'est-ce que la politique? La politique indique le cadre général dans lequel une société, une population est gérée par ses dirigeants. Alors la politique recouvre tout ce qui a trait au gouvernement, d'une communauté, d'un État, l'art et la manière de gouverner, l'organisation des pouvoirs, la conduite des affaires publiques. Dans une démocratie, l'action politique est légitimée par le vote des citoyens. Je dis bien est légitimée par le vote des citoyens, non par l'abstention des citoyens. La politique concerne tous les domaines de la société, relations extérieures, organisation, sécurité intérieure, défense, finances publiques, économie, justice, éducation, culture, etc. et j'en passe. Ainsi que tout le niveau de son champ d'action, c'est-à-dire international, supranational, national, régional. Toutefois, néanmoins, je vous ai compris, vous n'avez pas le monopole de l'honnêteté, du bruit et des odeurs, et sans oublier le nettoyage au Karcher, en passant par les fainéants, je dirais que le peuple ne s'est pas mobilisé. Le peuple n'est jamais satisfait de son président, mais on a le dirigeant qu'on mérite. Le peuple n'a pas voté ou s'est abstenu. Il doit en subir les conséquences de légitimité qui, par voie de conséquence, rend légitime les 24% des votes exprimés qui ont élu Monsieur Macron. Donc, nous avons ce que nous méritons. Les réformes que nous avons, c'est de notre faute, c'est nous qui avons voulu, c'est nous qui les avons légitimés sur ces ordonnances car nous avions été prévenus et je dirais que la politique n'est pas là pour faire le bonheur des hommes, elle est là pour combattre le malheur, mais quel malheur! Et elle seule à l'échelle de pays ou du monde peut le faire efficacement selon André Comte-Spontville. Voilà Morad, il a tout dit non?
Il est poète, notre ami Jean-Marc, c'est un grand poète. Ah oui. Non mais c'est vrai que voilà, les gens se plaignent à longueur d'année, mais ils oublient que c'est eux qui portent au pouvoir les gens qui nous dirigent. Hein. Oui, ils portent au pouvoir les gens qui nous dirigent, et puis on est tout le temps en train de se plaindre des différentes déclarations, des différentes actions, mais qu'on nous annonce dans le programme électoral. C'est ça qui est le pire. Oui, c'est que on se mobilise aujourd'hui pour combattre cette réforme sur la loi du travail. Alors qu'elle a été annoncée. Et non seulement elle a été annoncée, mais il avait dit qu'il allait prendre des ordonnances pour accélérer les choses. Je rappelle, qui sont signées. Hein. Qui sont signées. Tout à fait, et qui vont être appliquées. Alors, dans un instant, messieurs, là, vous allez pouvoir gagner des cadeaux dans le cadre du quiz LGF. J'ai des places pour le concert de Rimka à l'Olympia. Oui, France Maghreb 2 est partenaire de ce concert. Et vous allez pouvoir jouer avec nous dans un instant, 01 40 33 9000. Des places pour le concert de Rimka à l'Olympia le 6 octobre prochain. Pour l'heure, un nouveau scandale qui touche donc la compagnie Air Algérie. Je vous explique en effet, selon des documents révélés par El Nahar TV, une déléguée d'Air Algérie à l'aéroport de Nice en France a arrangé les billets de plusieurs passagers, notamment des membres de la famille de responsables algériens. La déléguée en question, répondant aux initiales DL, aurait, selon les documents révélés, passé des passagers, laissé passer des passagers avec un billet classe économique qui coûte 200 € en classe affaires, dont le montant est environ 600 €, soit 400 € de perte sur un seul passeport. Selon les informations d'Alger 24, le fils d'un ancien responsable, PDG de Air Algérie, est parmi les passagers ayant bénéficié des privilèges. Il a été placé en première classe avec un billet de classe économique pour un vol à 1041 €, pris le 11 mars dernier. Outre l'arrangement des classes, la déléguée aurait également permis l'embarquement de certains passagers avec des bagages dépassent largement le poids autorisé sans leur imposer la moindre taxe. Voilà ce qui est révélé sur ce nouveau scandale qui touche la compagnie Air Algérie. Est-ce que ça vous étonne d'abord? Franchement, je veux te dire un truc. Je veux dire juste un truc. Franchement, le surclassement existe. Moi, personnellement, sans connaître les gens de l'aéroport, ça m'est arrivé, pas pour cette destination, mais pour une autre, où les gens m'ont vu arriver et m'a dit, monsieur, est-ce que ça vous dirait d'avoir un surclassement? J'ai dit, à condition, il n'y a pas de surcoût. J'avais un billet de deuxième classe. Je sais pas, elle m'a dit, vous êtes bien habillé, vous présentez bien, on vous met, il y a de la place en première classe, on vous met en première classe. Plus haut et comme t'es grand. Voilà, on vous met en première classe. Donc ça choque pas alors? Non, franchement, non, parce que ça existe, le surclassement. Responsable, mais responsable algérien. Le surclassement existe. Tu sais ce qui me surprend? C'est qu'ils aient payé. C'est ça qui me surprend, parce qu'en général, les hauts responsables ou leurs héritiers ne paient pas. Le surclassement existe. Ils ont payé. Pour moi, elle est là, la magouille. Et des fois, un billet première classe, un exemple, sur certaines destinations, à 1500 €. En deuxième classe, vous êtes à 800 €. Des fois, on vous propose pour 200, 300 € un surclassement. Christophe. Donc, ça, c'est pas ça l'essentiel. Vous avez le droit de pas être choqué. Tu sais où est le scandale? Ouais. C'est pas ça le scandale. Je suis parti, jusqu'en Palestine, ça m'a coûté 70 € aller-retour. Je vais en Algérie, depuis Marseille pour aller jusqu'à Oran, en basse saison 200 €, pleine saison je vais en bateau, parce que c'est au moins 800 € le billet, c'est du vol, c'est une arnaque. C'est plutôt par ça que je suis scandalé, le prix du billet. Et c'est ça qu'il faut que les médias, c'est ça qu'il faut que les associations de consommateurs soulèvent et révèlent. Parce que on fait payer aux Algériens l'entente illégale qu'il y a entre les compagnies aériennes, parce que Air Algérie ne paye pas le kérosène au même prix que Aigle Azur ou Air France. Air Algérie n'a pas les mêmes charges sociales que Aigle Azur ou Air France, et pourtant on a les mêmes billets au même prix. Donc, je suis plutôt scandalisé par le coût du billet, par le nombre de kilomètres, le nombre d'heures de vol, le prix que c'est énorme. Là, je suis scandalisé par ça, que les Algériens n'ont pas les moyens de pouvoir rentrer chez eux dans les périodes de vacances scolaires où ils peuvent voyager avec leurs enfants. Une déléguée qui croise un ancien responsable ou un fils d'un responsable, c'est normal, offre une belle place, ça vous choque pas? C'est l'usage, ça. Dans les compagnies bananières, les gars. Oui, exactement. Ce qui me gêne, c'est le prix du billet. Le prix du billet pour ces Algériens qui veulent rentrer chez eux avec leur famille, qui sont 5-6 et qui peuvent pas le faire. Voilà, c'est ça le scandale. Après, ce que cette déléguée a fait, de deux choses l'une. Un, je dirais que c'est normal. Il n'y a rien qui me choque. C'est normal. Et de deux, mais ça c'est normal dans le fonctionnement d'Air Algérie. Il n'y a rien qui me choque. Par contre, même Air France le fait. Là où on aurait été, ça aurait été intéressant d'avoir le fond de l'affaire, de savoir si elle a fait de son plein gré ou pas, voilà.
Ouais. Voilà, surtout. En tout cas, voilà, il y a. Est-ce que c'est une initiative personnelle ou c'est quelque chose qui a été commandé, voilà. Ce qui fait tâche, messieurs, c'est que dans ces gens qui ont pris l'avion et qui ont bénéficié de ces avantages, c'est qu'il y a le fils de l'ancien PDG d'Air Algérie. Ouais, voilà. Christophe, sur le surclassement, on choisit qui on veut. Christophe, t'as les enfants sur de le cheminots, surclassement, on choisit qui on veut. T'as les enfants de cheminots en France qui ne paient pas le train SNCF. T'as les compagnons de cheminots. Attends, c'est pas pareil. Attends, tu parles de privilèges. Les compagnons, tu es en concubinage, vrai ou faux, parce que tu peux faire ce que tu veux avec quelqu'un qui travaille à la SNCF. Même avec une hôtesse. Non, mais moi je parle de la SNCF parce que je connais bien. Même avec Air France. Tu peux avoir une carte de conjoint de salarié SNCF. À partir de ça, tu voyages avec des tarifs. Mais Air France, c'est pareil. Non, monsieur, paxé, concubinage. Concubinage notoire. Concubinage déclaré. Notoire. Et tu bénéficies, style Marseille-Paris, en tout temps, à toute heure, 10 € le billet. Je suis pas scandalisé par ça. Je suis scandalisé par le prix du billet. Voilà. Et après, voilà, la vraie arnaque, c'est cette histoire. Bon, vous l'avez entendu, messieurs, dames, dans Libertad tout à l'heure, vous pourrez vous déchaîner sur les deux, là, qui sont pas scandalisés par ce qu'on vient de vous dire. Moi, je suis scandalisé. Je suis désolé. C'est pas la première fois. Et ça commence à suffire, ces privilèges. Tu vieillis, non, je vieillis pas. Je suis du côté je suis du côté de la justice, messieurs. Non, mais la justice, vous êtes du côté de la justice parce que vous êtes habitués de par votre âge. La justice, c'est pas celle-là. La justice, c'est un prix correct pour les Algériens qui rentrent chez eux. Entre amis, un prix correct pour les Algériens qui rentrent chez eux. La justice, c'est ça. Qu'on mette le billet à 200 € pour tout le monde, à 300 € qui rentrent chez eux. J'ai été mis en rétention au consulat de Marseille algérien à cause de mes positions. On ne veut pas, si on ne veut pas descendre le prix du billet, alors qu'on fasse des faveurs, qu'on descend le prix du billet pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui puissent rentrer chez eux. Jean-Marc, c'est même pas de descendre, qu'on mette le prix à son juste prix, le billet à son juste prix. C'est tout. Faut pas dire descendre au monde. Non, mais qu'on fasse quelque chose au moins, pour eux. Moi, j'ai voyagé avec Pegasus, qui est pas la dernière compagnie où on a un service qui est quand même de qualité, des avions de qualité, pour 70 € aller-retour, 5 heures de vol. C'est un pays magnifique, l'Algérie. Marseille, c'est à 1h20 d'Oran. Je paye 800 € moi en été. Vous pourrez appeler tout à l'heure au 01 40 39 000. C'est l'éducation qui ramène leurs enfants. En pédalo, j'arrive plus vite. Bon, allez. Les grincheux, ça va. Les gars, on va passer maintenant à un peu de musique, mon cher Jean-Marc, si tu le veux bien. Et on va inviter les auditeurs maintenant à nous appeler pour jouer. Parce que c'est le quiz du LGF qui arrive dans un instant. Libertad, vous allez pouvoir vous déchaîner. Allez-y, engueulez Mourad et Jean-Marc tout à l'heure. Faites-vous plaisir, les gars. Vous avez Libertad totale. Avant 18h. Pour l'heure, un peu de musique. Mon cher Jean-Marc, tu vas nous emmener aux Antilles. Tout à fait. Pas de problème. C'est un chanteur, Patrick Saint-Éloi, qui est décédé, qui est un grand leader de Cassav, qui est le groupe français le plus connu dans le monde. Il est né le 20 octobre 1958 à Pointe-à-Pitre et il est mort le 18 septembre 2010. C'est le bassiste, là, le monsieur un peu fort? Non, le chanteur. Ah, le chanteur qui avait la voix. On l'écoute. 01 40 33 9000 pour jouer au quiz du LGF. C'est maintenant pour gagner une place, des places pour le concert de Rimka. Ça se passe à l'Olympia. Pourquoi, Jean-Marc, les chanteurs des Antilles parlent toujours d'amour? Parce que nous sommes une île où nous avons beaucoup d'amour, où chez nous la mer c'est quelque chose de, je dirais, de sacré, mais en plus de sacré, la mer antillaise elle est unique. La mère maternelle ou la mère la mère maternelle et Patrick Saint-Éloi en fait c'est quelqu'un qui a réussi, c'est l'un des premiers qui a réussi à chez nous ça se disait pas à une femme qu'on l'aime et c'est le chanteur qui est arrivé qui a commencé justement à faire le zouk love, à pouvoir dire des bonnes choses. Francky Vincent en fait non mais ça c'est autre chose. Et lui ce qu'il dit c'est-à-dire en quelque part il rend hommage à la femme antillaise. Mais vous êtes des chauds lapins, vous n'êtes pas des poètes. Non, pas autant que les Maghrébins. Nous au moins on est des lovers, on est des romantiques. Mais vous n'êtes pas romantique. Nous on est nature peinture. Sur le coup, Jean-Marc il a un peu raison quand même, non, Morad? Bon. D'accord, ok. Allez les gars, on va jouer maintenant, c'est parti pour le quiz du LGF. Avec à gagner ce soir des places pour le concert de Rimka, partenaire France Maghreb 2 pour le 6 octobre. Alors on a qui au téléphone? Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors le prénom c'est qui? Alors là c'est Mohamed. Mohamed qui nous appelle d'où? J'appelle de la région parisienne pour le moment, mais je suis du Pas-de-Calais, moi j'habite à Lens. Ah, on parle comme ça là-bas. Du côté du Nord. Mohamed qui voudrait aller voir Rimka en concert donc. Ouais, tout à fait. Et face à Mohamed, y a qui? Il y a Boaziz de Bondy. Ah, Boaziz de Bondy, comment il va Boaziz? Ça va très bien, merci beaucoup Christophe. Bonjour à tes invités bien sûr. Merci à toi Alors, Boaziz, mon adversaire aussi, bonjour Mohamed. Mohamed, tu fais quoi dans la vie? Mohamed, tu fais quoi dans la vie?
Chauffeur poids lourd. D'accord. Chauffeur poids lourd qui va bloquer les routes lundi ou pas? Non, il va rentrer chez lui, il est pressé. Moi, je bloque pas, je reste à la maison. Ah bah très bien. Est-ce que, par contre, non mais c'est très sérieux. Faites le plein d'essence parce que les routiers ils ont prévenu. Hein. Tu es sur l'international, Mohamed? Exactement. Tu es sur l'international, Mohamed? Tu travailles à l'international ou national? Régional ou international? Moi, je suis de la région parisienne. Je fais des navettes en fait, pas de Calais, parisienne. Ah, c'est le plus dur. National. Ouais. Bah, et bon toi, courage. Bouaziz, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur VTC nouveau. Uber, tiens Uber. Je fais Uber et privé aussi. Allah yaoun croit. Bon, alors les gars, on va y aller. On commence par qui, Morad et Jean-Marc? Par Bouaziz ou par Mohamed? Ah, par les deux, ils vont gagner tous les deux. Non, mais on commence par Bouaziz. Allez, Bouaziz. Allez, Bouaziz. Attention, c'est parti, Bouaziz. On y va. Top départ. Première question, Bouaziz. Quelle est la monnaie de la Russie? Est-ce le rouble ou le gouble? Le rouble. Durant quel mois de l'année tire-t-on les feux de la Saint-Jean? Au mois de juillet ou au mois de juin? Les feux de la Saint-Jean, au mois de juin. Quel est le sportif le plus populaire sur les réseaux français? Je parle sur les réseaux, pardon, le sportif français. Est-ce Karim Benzema ou est-ce David Douillet? David Douillet. Qui a écrit les scénarios des films Taxi, Kassovitz ou Besson? Kassovitz. En escrime, quelle est la couleur du carton qui entraîne l'expulsion du fautif? Est-ce qu'il est noir ou jaune? Jaune. Ah, Bouaziz. Tu as une erreur déjà. Sur Taxi 5, tu t'es planté. Ouais, non, mais il n'y a pas que là. Bon, on va voir donc tout de suite. Alors, première question, tu m'as répondu juste, c'est bien le rouble. Durant quel mois tire-t-on les feux de la Saint-Jean? C'est au mois de juin, bonne réponse, ça fait 2. Quel est le sportif le plus populaire sur les réseaux sociaux? Tu m'as dit David Douillet, ben non, c'est Karim Benzema avec 49 millions de fans qui le suivent sur les réseaux sociaux. 49 millions. Hein. Voilà. Qui a écrit les films Taxi quand même? C'est Luc Besson. Ouais, je me suis trompé, ouais, j'ai confondu. Et en escrime, sache mon ami que la couleur du carton qui entraîne l'expulsion de ce qu'on appelle le fautif, le carton est noir et non pas jaune. Ça nous fait 2 bonnes réponses. Le score à battre, Mohamed, c'est 2. Ouais. On y va, mon ami Mohamed? On y va, je t'en prie, vas-y. Allez, c'est parti, Mohamed, je te souhaite bonne chance. Quelle est l'unité de mesure évoquant un animal utilise-t-on pour désigner la puissance des voitures? Le cheval ou la vache? La vache. Non. Tais-toi. À quel scientifique français doit-on le vaccin contre la rage? Pasteur ou Einstein? Pasteur. Quelle est la date de la journée internationale de la femme? Le 8 ou le 10 mars? Le 10 mars. Quelle date du calendrier ne revient qu'une fois tous les 4 ans? Le 28 ou le 29 février? Le 29. Et enfin, quelle couleur peut également être le type de cuisson pour la viande? Bleu ou blanc? Tu peux répéter s'il te plaît, excuse-moi. Je te répète, quelle couleur peut également être un type de cuisson pour la viande? Bleu ou blanc? Bleu. Bon, on va voir ça. Attention, est-ce que notre ami Mohamed a remporté le match? Le score à battre? J'ai répondu à beaucoup de questions au hasard. C'est 2. Alors, quelle unité de mesure évoquant un animal utilise-t-on pour désigner la puissance d'une voiture? Tu m'as répondu la vache, mais t'es sérieux en tant que routier en plus? Non, mais c'est un cheval, on dit quand même. Bon, quel scientifique français à quel scientifique français doit-on le vaccin contre la rage? Tu m'as répondu quoi? Pasteur. C'est une bonne réponse. Quelle est la date de la journée internationale de la femme? Tu m'as répondu le 10 mars. Non, c'est le 8 mars. Eh oui. Momo. Attention, tout va se jouer là-dessus. Quelle date du calendrier ne revient qu'une fois tous les 4 ans? Tu m'as répondu le 29 février. C'est une bonne réponse. Et attention. Quelle couleur peut également être un type de cuisson? Tu m'as répondu bleu. Et c'est une très bonne réponse. Avec 3 bonnes réponses, tu remportes le quiz ce soir. Christophe, s'il te plaît, est-ce que exceptionnellement notre ami Bouaziz ne pourrait pas être considéré comme vainqueur? Ah bah les règles, c'est les règles. Pourquoi il serait considéré comme vainqueur? Parce que les lois et les règles sont faites pour être enfreintes et parce qu'on est vendredi. Bah non, on n'est pas à Marseille ici. On est à France Maghreb. On est à France Maghreb tout le monde. Les règles sont les règles, Mourad. Allez, est-ce qu'on peut pas? N'essaye pas de me corrompre, ça ne marche pas. Allez, on lui fait ce cadeau. Bouaziz, tu retenteras ta chance la semaine prochaine parce qu'il y a d'autres places à gagner, d'accord? J'ai essayé, Bouaziz. Désolé. Inch'Allah, merci beaucoup.
il est gentil. Ouais, il est gentil, mais il a pas réussi. Merci, Boaziz, à bientôt. Mohamed, bravo en tout cas. Tu vas aller voir Rimka. Ouais, d'accord, merci, mais Boaziz, bonne, c'est très bien. Bon, tonton du bled. Non, mais dis-le si ça t'intéresse pas les places, hein, Mohamed. Si, ça t'intéresse. Mais il faut y aller, hein, quand vous gagnez les places, hein. Je vais refaire mon adversaire. Ouais, non, mais tranquille. Tu vas y aller, tu vas bien kiffer, Rimka. Faut y aller, hein. Et les amis, samedi dernier, on a parrainé un spectacle de Chirine au Palais des Congrès. C'était phénoménal. France Maghreb 2 était partenaire. Ah oui. Et je peux vous dire que c'était juste exceptionnel. Exceptionnel. Je vous invite à venir à ces concerts quand vous y pouvez le faire. Mohamed, en tout cas, ne quitte pas, je vais prendre toutes tes coordonnées dans un instant et encore bravo. Donc tu vas aller au l'Olympia le samedi 6 octobre pour aller voir Rimka. Ok mon pote? Ça marche, merci. Ne quitte pas et encore bravo. D'autres quiz et d'autres places à gagner la semaine prochaine et avec Medjed également tout au long de ce week-end puisque France Maghreb 2 est partenaire de cet événement du concert de Rimka. Dans un instant, messieurs dames, attention, on va tirer les oreilles de Morad, de Jean-Marc et puis pourquoi pas les miennes aussi. Libertad débarque dans un instant. Le principe c'est tout simple. On est à peu près la seule radio à le faire. Vous appelez et j'intercepte vos appels en direct au 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Morad Goual et Jean-Marc Zebellus. Et à la demande générale, on a remis Libertad parce que ça manquait, parce que voilà. Vous avez la parole, prenez-la messieurs dames. 01 40 33 9000. Vous appelez de n'importe quel endroit dans le monde et on vous prend en direct. Top. Allez hop, il y a un appel par ici. Allô, bonsoir. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Je t'entends super mal mon ami, vas-y enlève ton kit main libre. Fauzi. Boaziz de Bondy, je viens de jouer. Ah, c'est Boaziz. Ouais, Boaziz, qu'est-ce qu'il y a Boaziz? C'est juste merci là. On t'entend mal. On t'entend super mal Boaziz, je suis désolé mon pote, à bientôt. 01 40 33 9000, non, mais je sais pas ce qu'il avait comme téléphone, là, laisse tomber. 01 40 33 9000 de Marseille, tiens, de chez Morad là-bas. Hein, les Marseillais là. Vous avez pas envie de parler un peu de votre équipe qui est en train de prendre l'eau là pour le coup, hein. De la Démontada? De la Démontada de Marseille, hein? De Monaco? Ouais. Par exemple, voilà, 01 40 33 9000 de Dijon aussi, Clermont-Ferrand. Tout à l'heure, tu te plaignais des 400 milliards que Macron faisait cadeau aux banques, mais t'as oublié de parler du milliard d'euros que le Qatar a offert au PSG pour gagner la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue. Et qu'est-ce que vous a donné les Américains? Stop. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allez, tu es sauvé par le gong. Allô? Oui? Oui, bonsoir madame, votre prénom? Aïcha. Aïcha, vous nous appelez d'où Aïcha? Clichy-sous-Bois. Qu'est-ce qui se passe Aïcha, on vous écoute? Oui. Alors c'est pour Libertad. Oui, bah on est là, on vous écoute Aïcha. Vous êtes en direct. Oui, alors moi je pose la question, qu'est-ce qu'il est devenu Papy Amar? Papy Amar, il paraît qu'il est revenu de vacances, je l'ai vu tout à l'heure au téléphone. J'ai rien entendu. Il est revenu de vacances, je l'ai vu au téléphone tout à l'heure. Et pourquoi vous le cherchez? C'est pas un papy, il est jeune Amar. Non, c'est un vieux. Bah pourquoi vous le cherchez? C'est papy ça? Bah non, oui, c'est pas un papy. Il est jeune Amar. Et là vous avez deux beaux jeunes dans la fleur de l'âge et vous cherchez après. Mais non, il vient de se marier, sa femme elle a 30 ans. On a l'âge de la femme que l'on courtise. Merci Aïcha, on a de ces nouvelles, vous inquiétez pas, il va bien. À bientôt Aïcha. J'ai oublié de vous parler d'un truc important. Apparemment demain il y a un gros événement en plus soutenu par France Maghreb 2. C'est au parc des expositions d'Orléans. C'est une grosse journée autour du caftan marocain avec en prime demain soir à 20h le chanteur Douzi qui sera là-bas. Donc il va y avoir des caftans, des expositions, plein de trucs sympas. C'est demain au parc des expositions d'Orléans. Voilà, c'est génial ça. Super bien. Donc voilà. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Comment? Prénom et ville d'appel. Alors, moi, Hassan Moussa, Moussa, c'est dans l'île de France. Ok, qu'est-ce qui se passe, mon ami, on t'écoute. Moi? Oui, on t'écoute, vas-y, t'as appelé la radio, là, vas-y, on t'écoute, t'es en direct, mon pote. Ah, je suis en direct, alors bonsoir, monsieur. En fait, je voudrais juste savoir, vous avez parlé sur Algérie tout à l'heure. Ouais. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de tous les Algériens et d'avoir une vraie révolte algérienne. On en a parlé. Non, une révolte algérienne? À propos d'Algérie ou à propos de la politique algérienne? Algérie. Et ça commence toujours comme ça. Vous n'arrivez pas à comprendre, en fait. Je comprends pas ce que tu veux me dire, en fait. Non, on a parlé des Air Algérie. Oui, vous avez parlé des Algériens. On a dit qu'il faut qu'il y ait des prix abordables pour que les gens puissent rentrer chez eux quand ils le souhaitent, même en été avec toute leur famille. Même la communication, il n'y a aucune communication. Il y a des gens qui vendent des trucs, qui vendent des parents à l'intérieur, qui travaillent à l'intérieur, ils font gratuitement.
Même pas un prix raisonnable, c'est pas logique ça. C'est ce qu'il faut dénoncer, c'est pour ça que Mais c'est ce qu'on a dit. Et tu as la parole, exprime-toi. Et ben voilà, tu l'as dit mon ami, tu vois, tu l'as dit aujourd'hui en direct sur France Maghreb 2. Mais va plus loin peut-être, t'as peut-être des choses à nous révéler. Alors ceux qui travaillent à Algérie n'ont pas de prix. Merci à toi mon ami en tout cas, tu l'as fait. Bon apparemment voilà, il voulait juste parler pour parler quoi. 01 40 33 9000, si vous avez des vrais trucs à dire, n'hésitez pas à prendre notre téléphone ou un bonjour à passer, je sais pas, à quelqu'un. Lui c'était un bon mariage, tiens par exemple, je sais pas. 01 40 33 9000. Eh bien dites-nous 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, c'est Kader. Salut Kader. Comment vous allez bien? Ça va bien Kader, qu'est-ce qui se passe Kader? Bah en fait moi j'écoutais votre débat tout à l'heure sur les VTC, les taxis. Ouais. Moi je suis ni VTC ni taxi. J'écoutais Mourad tout à l'heure qui avait l'air très éloquent d'ailleurs sur la question. Mais en fait quand il a commencé à s'exprimer et à dire oui mon frère est taxi, il est devenu complètement inaudible. Ah bon? Mon frère, alors je vais dire un truc, les taxis je ne les défends pas. Et mon frère et moi on se chamaille souvent à ce sujet. Non, que... non, mais si je pouvais finir, ça serait sympa. Ouais, pardon. Vas-y, finis. Ne te laisse pas embrouiller. Voilà, alors tu es devenu complètement inaudible à partir du moment où tu as dit que tu avais ton frère qui est taxi, parce que ça, on se demande après si tu es impartial dans tous les sujets que tu évoques. Tout à fait. Je vais te dire pourquoi. Parce que les taxis sont en dessous de tout. Et aujourd'hui, ils sont les premiers à se plaindre de la présence d'Uber. Sauf qu'aujourd'hui, ce sont les taxis qui ont favorisé l'implantation d'Uber avec une qualité de service plus que pitoyable. Donc, tu vois, je suis très objectif. Et je pense que il y a assez de travail et pour Uber et pour les taxis. Et que les taxis auraient dû, lorsque la crise des transports s'est présentée à eux, plutôt que de pleurer et de bloquer la France, et notamment Marseille, comme ils l'ont fait et comme ils le savent le faire de manière régulière, ils auraient dû se faire une crise de conscience, se remettre en cause et améliorer leur service. Ils ne l'ont toujours pas fait. Mais Morad, je suis désolé, mais c'est pas tous les services, tous les taxis qui n'ont pas de bons services. Ça, c'est le prétexte d'Uber que tu es en train de nous sortir là. Non, mais attends, on grossit le trait pour Uber, on le grossit pour les taxis. Le problème d'Uber, c'est une question de prix, c'est pas une question. C'est rien que le prix Uber. T'as interpellé Morad. Non, par contre, j'aimerais bien, je l'ai coupé, pardon. Ouais, mais on est en retard là. Bah alors, ça va. Voilà. En tout cas, Pardon, merci d'avoir interpellé Morad. N'hésite pas à le refaire dès que t'entends ce qui semble en tout cas être une connerie. N'hésite pas à le faire, hein. D'accord? Ok, merci. Salut les gars. Salut mon pote. Bon week-end. À bientôt. Au plaisir. Bon week-end. En retard pour en retard. On en reprend un autre. 01 40 33 9000. Bien sûr maintenant. Allô, bonsoir. Allô. Vous avez accroché en fait. Pardon? Alors, je comprends plus rien là, ce qui se passe dans mon téléphone. 01 40 33 9000. S'il y en a encore un, c'est maintenant tout de suite, avant que je rende l'antenne et avant que nous partions en week-end ce soir. 01 40 33 9000. J'aimerais bien avoir une femme, moi. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed. Mohamed de Paris, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, t'as la parole, mon ami. Tu sais bien. Donc, je viens d'entendre encore Mourad. T'aimes bien les taxis, Mourad, hein? J'aime tout le monde. T'aimes bien les taxis. Mais tu racontes beaucoup de conneries quand même. Peut-être, ouais. Peut-être. C'est pour ça que je suis à la radio d'ailleurs. J'adore. Dis-moi, Mohamed. Je vais te dire une chose. Ouais. Les taxis londoniens sont parmi les meilleurs du monde. On est d'accord? Ouais. Donc, peut-être, je sais pas, j'ai jamais pris de taxi là-bas. La déréglementation et la concurrence, des petites remises et des VTC, etc. D'accord. C'est une déréglementation mondiale. Ouais, d'accord? Tout à fait. Jusqu'à présent, on avait des taxis avec une réglementation et tout ça. Et maintenant, ils ont fait sauter tout ça. C'est une volonté politique au niveau mondial qui n'a rien à voir ni avec la qualité de service des taxis, ni quoi que ce soit. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Attends. Les gens qui prennent Uber, ils prennent pas Uber pour prendre Uber. Ils se disent parce que moi, c'est parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Je ne connais même pas les prix d'Uber. Moi, ce que je sais, c'est qu'un jour de juillet 2011, je suis resté scotché sur les Champs-Élysées avec mon fils parce qu'aucun taxi ne voulait me prendre. Voilà. Et ça, je l'ai jamais digéré. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de généraliser. Mais oui, je généralise, mais quand tu parles de... C'est normal, c'est un Marseillais. Mais quand tu parles de déréglementation, tu généralises aussi. Quand tu parles de déréglementation mondiale. Mohamed, ne te prive surtout pas la prochaine, d'accord? Ah, c'est facile ça. À bientôt. Il est là le vendredi. Viens l'attaquer vendredi. Bien sûr, c'est comme ça, mon ami. C'est le prix à payer quand on dit des conneries. On l'assume. On des conneries. Ouais, bah voilà. Morad, bon week-end. Prolonge l'émission d'une heure et on débat, vas-y. Ouais, c'est ça, oui. Tu vas sortir le carnet de chèque pour payer les heures sup pour eux? Ah? Tu crois qu'on fait ça là ou quoi? Au prix que t'es payé, tu peux faire une heure de plus. Exactement, tu me l'as enlevé de la bouche. Mais vous êtes sérieux, les gars? Mais heureusement. Partage le travail. Allez, il est temps que vous déguerpillez d'ici. Merci beaucoup, Jean-Marc. On te retrouve mercredi. Merci, avec grand plaisir. Avec Maïs Leroy sera la semaine prochaine. Et Morad, tu seras avec Tarek Mami, ton meilleur ami.
de la vie. Absolument. Et il est 18h04, pardon. Bonsoir à tous. Marine Garel. Mais le retard est là. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà, c'est comme ça. Hein, on est en retard. On est en retard pour en retard. C'est le flash de 18h à 18h05. C'est ça, la radio sur France Maghreb 2. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. C'est signé. Emmanuel Macron a signé les ordonnances réformant le code du travail. Et après la signature, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déclaré qu'une évaluation serait mise en place afin de suivre ces évolutions profondes induites par la réforme et qui demandent à être mesurées. Une centaine d'agriculteurs de la FNSEA ont bloqué à l'aube une partie des Champs-Élysées. Ils protestaient contre la prochaine interdiction du glyphosate, un produit phytosanitaire voulu par le ministre de la Transition énergétique et de l'Environnement, Nicolas Hulot. Il est d'ailleurs allé à la rencontre ce matin de ces agriculteurs avant le Conseil des ministres. Il les a assurés de sa volonté de discuter, mais sans prendre de risques avec la santé. Le blocus a été levé dans la matinée. Marine Le Pen a nommé son ancien directeur de campagne à la présidentielle, David Rachlin, pour remplacer Florian Philippot qui a démissionné hier. Il sera à la tête du pôle communication du parti. De son côté, Florian Philippot se rapproche de Debout la France. Il a rencontré son leader, Nicolas Dupont-Aignan. À Londres, un jeune homme de 18 ans a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur l'attentat à la bombe artisanale qui a fait 30 blessés dans une rame du métro londonien. En Espagne, le ministère espagnol de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts de police pour assurer le maintien de l'ordre et empêcher la tenue du référendum d'autodétermination le 1er octobre. Mais des Catalans manifestent toujours devant la cour d'appel de Barcelone. L'escalade verbale continue entre Kim Jong-un et Donald Trump. Le dictateur nord-coréen a promis de faire payer cher le président des États-Unis, qu'il a qualifié de déséquilibré mental. Sport football et la star brésilienne du PSG Neymar, touchée au pied droit, ne sera pas dans le groupe de son équipe pour le déplacement à Montpellier demain à 17h lors de la 7e journée de Ligue 1. En revanche, Neymar est bien aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi pour obtenir le titre de joueur FIFA de l'année. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.